Chers téléspectateurs, bienvenue dans Les Belles Lettres. Aujourd'hui, un nouveau numéro, un nouvel auteur, une nouvelle œuvre. Nous avons donc le plaisir de vous présenter M. Mbayo Djibey Ndadoum Eric. Il vient de faire publier à la maison d'édition L'Harmattan France un nouvel ouvrage qui s'appelle Mobile Money en Afrique, son rôle pour l'inclusion financière au Tchad. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, merci. Voilà. Monsieur Eric est diplômé de l'université de Moundou et de l'université Hek Tchad. Il est titulaire d'une double maîtrise en contrôle de gestion puis en gestion commerciale, option marketing et vente. Il est promoteur du cabinet de conseil en management commercial Bekongo Service, dont il est le directeur. Il travaille depuis 3 ans comme consultant en stratégie commerciale auprès de plusieurs sociétés commerciales au Tchad, dont les opérateurs de téléphonie mobile. Alors, monsieur Eric, c'est un sujet un peu nouveau. L'expression mobile money est un anglicisme. Il va donc falloir que nous puissions être sur la même longueur d'onde que nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? D'accord, merci. Merci encore une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de participer à cette émission. En fait, mobile money, c'est une expression en anglais. Ce n'est rien d'autre que, en littéraire, en traduction simple en français, la monnaie mobile. La monnaie mobile, en fait, c'est par définition, le mobile money, c'est le système de paiement électronique qui permet d'avoir accès grâce à des téléphones portables à des services tels que le paiement, les paiements, le transfert d'argent et les services financiers. Il convient également de définir quelques notions principales que vous utilisez le long de l'ouvrage, telles que inclusion financière ou exclusion financière. Ok, donc l'un ou l'autre, donc l'autre c'est le contraire de l'autre. Donc inclusion financière, en fait, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des méthodes, des systèmes qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir accès au système financier classique à un nombre un peu plus élargi, donc à une certaine catégorie de populations, que ce soit pauvre ou riche, l'ensemble de ces populations exclues du système financier classique, en fait, doivent avoir accès, n'est-ce pas, aux services financiers. Donc de là, on parle de l'inclusion financière. Et cette inclusion financière est mesurée par le taux d'accès, n'est-ce pas, aux services financiers classiques, qui est le taux de bancarisation. Donc le taux de bancarisation au Tchad, nous l'avons fait mention, ici en Afrique en général, le taux est faible, selon le cabinet Boston Consulting Group, le dernier rapport, qui montre que le taux d'inclusion financière, le taux d'accès aux services bancaires est de moins de 30%. Donc en Afrique centrale, il est autour de 14,6%. Alors quand on revient au Tchad, il est encore plus faible et on est à pratiquement à 7%. Donc au fait, ça montre clairement déjà que l'accès aux services financiers classiques au Tchad est négligeable et donc il faut des moyens de paiement tels que le mobile money qui est un système qui permet, n'est-ce pas, d'avoir accès à ces services financiers grâce à ces paiements. Ok. Alors, lorsque vous écrivez que la zone CEMAC est classée parmi les régions du monde où le phénomène d'exclusion financière est le plus développé, qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Bon, en fait, l'exclusion financière et pauvreté, ça rime un peu ensemble parce qu'en Afrique, la plupart des pays en Afrique sous-développés, alors, le pouvoir d'achat des populations ne leur permet pas d'avoir accès à des services financiers classiques, tels que les banques, la bancarisation. Ici, par exemple, on prend des fonctionnaires parce que c'est systématique que les salaires soient bancarisés, mais pour une population, pour un citoyen qui n'a pas un pouvoir d'achat qui ne lui permet pas, parce que les banques ont certaines exigences par rapport aux coûts bancaires et tout ça, donc ils sont limités pour avoir accès à ces services. Donc, avoir accès, c'est non seulement
non seulement à faire des opérations de, je ne sais pas, de transfert de dépôts, mais d'avoir accès au financement, d'avoir accès au crédit. Et là, c'est mesuré par rapport au pouvoir d'achat et des garanties que la banque demande pour faciliter, n'est-ce pas, cet accès à cette inclusion financière. Et donc, la zone CEMAC est la plus touchée par cette exclusion-là. Exactement. La zone CEMAC est la plus touchée parce qu'on se rend compte déjà que le mobile money marche un peu mieux dans la zone UEMOA que la zone CEMAC. Okay. Parce que le cadre réglementaire a été beaucoup plus favorable pour le développement, n'est-ce pas, du mobile money. Cela a permis progressivement, n'est-ce pas, de donner accès aux services financiers classiques à des populations qui autrefois étaient exclues du système bancaire traditionnel. Quelle est la genèse, quelle est l'origine donc de ce système mobile money en Afrique de façon générale et au Tchad en particulier? Alors, le mobile money a été lancé pour la première fois au Kenya par l'opérateur Safaricom, qui est une filiale du groupe britannique Vodafone. En fait, initialement, c'était un projet d'un groupe, une association qui a utilisé juste la plateforme de l'opérateur Safaricom en fait, pour rembourser des prêts entre membres de cette association. Alors, quelques mois plus tard, l'opérateur s'est rendu compte que le projet était plus intéressant. Il pouvait peut-être s'acquérir de cela et essayer de développer pour offrir un service peut-être au-delà du simple remboursement des prêts qu'a utilisé en temps le groupe. Alors, c'est comme ça que le mobile money a vu le jour au Kenya et l'opérateur a lancé dès 2007 d'ailleurs déjà le mobile money. Et son arrivée au Tchad? Au Tchad, par les opérateurs, nous avons cité Airtel et procédé de Tigo, déjà en fin 2012, début 2013, successivement. C'était d'abord Airtel, ensuite Tigo, qui sont rentrés dans la danse. Okay. Maintenant, vous dites que dans plus de 80 pays du monde couverts par le service donc, de mobile money, l'Afrique à elle seule taille la plus grosse part, c'est-à-dire 90%. On se demande donc pourquoi. Est-ce que ce service rime-t-il avec pauvreté et dénuement ou sous-développement? Pourquoi c'est l'Afrique qui occupe plus cette grosse part? Voilà. Vous vous rendrez compte, comme on l'a dit, que le mobile money a été lancé même en Afrique. Pour la première fois en Afrique. Ensuite, ça s'est développé ailleurs et dans le monde. Alors, le besoin, n'est-ce pas, d'avoir accès à des services financiers pour une certaine catégorie de personnes en Afrique, le besoin est récurrent. Alors, dans les recherches déjà, dans les stratégies, c'est de trouver une méthode, n'est-ce pas, qui va être plus simple, plus pratique, pour permettre même peut-être des populations habitant en milieu rural, par exemple, d'avoir accès à des services de paiement. Et donc progressivement aller vers le système financier classique. Et donc, on se rend compte que le besoin se fait plus ressentir en Afrique qu'en Europe, parce qu'ils sont dans un autre système de paiement où on réalise que tout est bancarisé et tout le monde a accès pratiquement à des systèmes de paiement grâce peut-être aux cartes et tout ça, aux cartes de crédit, carte Visa. Ok. Alors, à la page 62 de votre ouvrage, vous reconnaissez que la mise en place du mobile money au Tchad, donc, a des lacunes, peut-être qu'il faille corriger. Le service, donc, mobile money ne répond pas dans une certaine mesure aux attentes des utilisateurs. Le motif, c'est qu'il est presque indisponible. Parce que si nous prenons, par exemple, comment on appelle, Airtel Money ou bien Tigo Cash, tous ces kiosques qui portent ce logo-là ou bien cette inscription-là, quand vous allez demander là, on vous dit qu'il n'y en a pas. Donc un peu partout au Tchad comme ça se passe. Alors, à quoi ça sert donc de faire tant de tapage autour d'un système qui est pratiquement indisponible? C'est bien vrai que vous vous rendrez compte que
des points de distribution du produit sont un peu plus répartis dans la ville, vous vous rendrez compte. Et le plus souvent, c'est les plaintes des clients quand ils se rendent compte, quand ils se rendent dans ces différents points de vente et ils ne trouvent pas de produits à s'acquérir, ou des échanges même, peut-être en cash quelquefois. Ce sont là quelques difficultés qui sont réelles, que les clients ont tout le temps remonté, et même lors de nos collectes de données, nous avons fait face, n'est-ce pas, à ces genres de plaintes. Et comme vous avez travaillé un peu avec ces deux téléphonies mobiles, quel est le problème en fait? Bon, en réalité, en fait, ce qui ne marche pas comme nous l'avons souligné, nous le reprenons, en fait, c'est d'abord le faible taux de commission des revendeurs. Ce qui n'a pas marché initialement, c'est d'abord le faible taux de commission des revendeurs, parce que, en fait, les revendeurs à eux seuls peuvent déjà développer le service. Si eux-mêmes ils gagnent quelque chose, c'est-à-dire leur commission, si c'était plus intéressant, parce que vous vous rendrez compte, on prend par exemple le service IPIN, c'est un service bon, communément on l'appelle côté stock. Ce n'est pas un service de transfert d'argent initialement. C'est un service de recharge, c'est dédié aux distributeurs et aux revendeurs. Mais ce service est plutôt utilisé pour le transfert d'argent. Donc, pas pour ce service qui est dédié, qui est le mobile money, qui permet, n'est-ce pas, de faire des transferts d'argent. Pour la simple raison que la commission gagnée par les revendeurs dans le service de IPIN est plus élevée que la commission gagnée par les revendeurs pour le service Airtel Money. Et donc, ce qui fait que le réseau ne se développe pas très rapidement. Les revendeurs ont du mal. Ils ne sont pas intéressés, n'est-ce pas, à se procurer même de ce produit-là, de le disponibiliser pour permettre aux populations de très rapidement de trouver. Donc, les opérateurs sont en train de faire de l'effort dans ce sens. Je vois déjà que ça bouge un peu, d'essayer de revoir un peu le taux de commission de ces revendeurs pour permettre, n'est-ce pas, à ces revendeurs d'être dans des conditions vraiment très à l'aise pour développer ces réseaux. Et aussi, nous avons, on parle des difficultés qui empêchent en fait le mobile money de se développer. Il y a aussi une certaine responsabilité de la politique de l'État. Parce que, en fait, nous sommes dit que l'État a tous les moyens à son niveau, n'est-ce pas, de promouvoir l'inclusion financière à travers le mobile money. Alors, promouvoir, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser, n'est-ce pas, les moyens à sa possession, qui sont, par exemple, de revoir les taxes sur le service pour permettre aux opérateurs, eux aussi, d'améliorer la commission de ces revendeurs pour permettre aux services de se développer. Et aussi, le paiement systématique des salaires des fonctionnaires qui sont dans des régions désertées par les banques, par exemple. Ça, ce sont des moyens qui sont, n'est-ce pas, à la main de l'État, qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'améliorer les services. Donc, c'est aussi un encouragement pour l'État d'aider les opérateurs à développer les services pour le bien de la population. En même temps, un appel. Un appel. Ok, alors, vous dites aussi quelque part que le mobile money ne progresse pas de la même façon dans les pays d'Afrique. Qu'est-ce qui bloque son décollage au même rythme? Voilà, exactement. C'est l'adoption d'abord du mobile money. Nous avons parlé même de la notion financière. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un certain nombre d'éducation. Donc, dans la sensibilisation, la vulgarisation même du produit, les opérateurs doivent vraiment mettre l'accent, avoir des équipes dédiées qui doivent vraiment prendre le temps et d'expliquer pour que les gens y comprennent. Parce que il faut que les gens acquièrent d'abord cette première notion de l'éducation financière afin de comprendre ce que c'est que le mobile money. Alors, chaque pays a un système, n'est-ce pas, de gestion, un système de gestion du mobile money qui permet, n'est-ce pas, qui leur permet à chacun d'avoir des équipes qui utilisent quelquefois des commerçants, qui sont des commerçants qui les utilisent quelquefois comme des revendeurs. Certains, c'est des agents dédiés
n'est-ce pas, qui sont répartis dans la ville, qui agissent au nom de l'opérateur même directement et qui gagnent des commissions, etc. Donc chaque pays a, n'est-ce pas, sa méthode, n'est-ce pas, de la gestion du mobile money. Dans l'ouvrage aussi, vous semblez distinguer mobile banking et mobile money, deux services qui ont, à mon avis, de commun mortel, un dénominateur commun qui est l'argent numérique. Quelle est la différence fondamentale? En fait, c'est vrai, c'est bien vrai, dans la définition même, on aurait dû distinguer pour que les gens y comprennent. En fait, le mobile banking, c'est aussi un service, d'accord, bancaire, mais qui permet, n'est-ce pas, de donner accès à des services bancaires pour des populations déjà bancarisées grâce à des cartes de paiement, par exemple. Aussi à des populations non bancarisées grâce à des cartes Visa. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'être bancarisé, d'ouvrir un compte bancaire pour avoir accès aux services bancaires. Il suffit juste d'avoir une carte simple et puis vous utilisez les services bancaires, vous pouvez faire vos retraits, aller faire des dépôts au guichet, etc. Alors que le mobile money est un service de paiement électronique qui, grâce, n'est-ce pas, au téléphone portable, permet d'avoir accès à des services financiers. Et donc, ces services financiers, des services de paiement, en gros. Donc, dans les services de paiement, nous avons des paiements aussi, des paiements groupés. Nous avons des transferts d'argent et des services financiers. Donc, ces services financiers, nous pouvons citer peut-être le service de microcrédit, d'assurance, etc., qui peuvent aussi utiliser cette plateforme pour leur gestion. Et puisqu'on est en temps de pandémie du Covid-19, en quoi donc le mobile money peut-il être un moyen efficace de lutte contre le Covid-19? Alors, c'est une très belle question. Vous voyez, déjà, initialement, le mobile money est un service mobile qui permet de faire des transactions, des opérations, même à distance. Aujourd'hui, grâce à ce service aussi, on peut avoir accès, n'est-ce pas, à payer nos factures d'électricité ou d'eau, de canal, de télévision, etc., à distance, sans besoin d'aller sur les guichets ou d'aller attendre sur les files d'attente. Et grâce à ça et grâce aux nouvelles applications et de partenariats aussi avec les banques, ce service permet également de faire des opérations bancaires, d'éviter d'aller peut-être rester s'attrouper dans les rangs, d'accord, pour éviter d'attraper aussi le virus. Donc, déjà, ce service donne un accès un peu plus large, d'accord, aux services de paiement, aux services bancaires, services financiers, dont vous n'aurez pas vraiment forcément besoin d'aller sur les guichets pour faire des opérations. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que certains États peut-être sont un peu réticents, je ne sais pas moi, ou bien ils font de fortes taxes sur ce service-là. Est-ce qu'on peut savoir que ce service, il est plutôt un atout ou bien un danger pour l'économie nationale? Bon, en fait, ce n'est pas question de la taxe. Bon, la taxe, peut-être, ça réduit, comme je l'ai expliqué, le fait que la capacité, n'est-ce pas, des opérateurs d'offrir le service à un coût accessible, par exemple, aux populations. Si la taxe est revue, inévitablement, les opérateurs vont revoir également que ce soit la répartition des commissions des distributeurs et pour les populations. Est-ce qu'il est un danger ou plutôt un atout pour l'économie nationale? C'est le risque lié au caractère mobile de ce système de paiement. En fait, aujourd'hui, lorsque vous utilisez une plateforme, par exemple, peut-être d'un opérateur, un service d'argent, d'accord, un service d'argent sur lequel vous n'avez que votre téléphone pour utiliser les services financiers, cela est un risque aussi pour des opérateurs, pour des populations qui ne maîtrisent pas encore la gestion, l'utilité de ces services. Alors tout ça, c'est ça qui a amené les États à élaborer des cadres réglementaires qui permettent, n'est-ce pas, d'énumérer un certain nombre d'obligations, d'amener ces opérateurs à fixer, n'est-ce pas, certaines conditions pour
des clients qui souhaiteraient avoir accès à ces services et donc de remplir ces conditions avant de donner accès à ces services. C'est pour limiter ces risques-là. Parce que ces risques, on l'a énuméré, ça peut être des risques liés peut-être même au blanchiment d'argent ou peut-être au financement même du terrorisme, etc. Et donc, c'est là où la question des QIC, Know Your Consumer, donc c'est un terme anglais qui veut dire qu'il faut connaître le consommateur. Alors donc de fournir un certain nombre de pièces, de connaître l'origine des fonds, la destination des fonds pour permettre, n'est-ce pas, de sécuriser un peu l'utilisation du service et de tout l'écosystème. Alors vous écrivez à la page 78 que la pauvreté touche le Tchad rural à 91,8% et que l'État tchadien offre divers programmes de soutien aux populations démunies afin de faire reculer justement la pauvreté. En revanche, cet effort gouvernemental n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? En fait, pour promouvoir l'inclusion financière de populations, comme on l'a dit, l'État doit appuyer des initiatives telles que le Mobile Money qui est là, qui permet, n'est-ce pas, de donner accès à ces populations rurales, d'avoir accès à un certain nombre de paiements. Aujourd'hui, dans d'autres pays, à travers des systèmes de paiement mobile, des groupements ruraux peuvent mobiliser des fonds, les transférer, les envoyer, peut-être commander des intrants à travers ces plateformes. Ça se passe bien ailleurs. Et donc tout cela, ça doit être circonscrit par l'État qui doit vraiment avoir une politique dédiée à encourager, n'est-ce pas, le développement de ces initiatives. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que le monde est en train de plus basculer vers le numérique. On passe de l'analogique au numérique et tout devient beaucoup plus virtuel maintenant. Et donc, il faut vraiment que l'État se mette à pied d'œuvre aux côtés, n'est-ce pas, que ce soit ces opérateurs ou même des jeunes, d'accord, qui développent des plateformes qui permettent vraiment de donner accès aux populations et faciliter, n'est-ce pas, des transactions, que ce soit financières ou autres transactions aux populations rurales. Ok. Et comme vous avez fait des recherches sur ce système, comment peut-on imaginer l'avenir de ce système dans 10-20 ans, par exemple au Tchad? Oui, aujourd'hui, on mesure d'abord le développement même de ce service grâce à l'accès au taux de la téléphonie mobile. Donc, on a quitté d'un taux d'accès. Vous voyez, quand on veut comparer un peu le taux d'accès à la téléphonie et le taux de bancarisation, vous voyez qu'il y a une différence. Cela a amené, n'est-ce pas, les opérateurs à offrir ces services parce que le taux d'accès à la téléphonie mobile est en train de croître. Ça croît énormément d'ailleurs. Il y a des pays en Afrique même qui ont dépassé les 100%. Des pays tels que le Gabon, ou, le Nigeria, le Ghana et tout ça. Et ces pays ont dépassé même le taux d'accès à la téléphonie mobile. Alors que le taux de bancarisation est très faible. Alors, ce service est venu, n'est-ce pas, offrir une autre forme, n'est-ce pas, de service de paiement pour permettre, n'est-ce pas, grâce à ce service d'améliorer le taux de bancarisation en Afrique. Alors l'avenir, je sais que d'ici peut-être 4 ans, 5 ans ou d'ici 10 ans, ce système permettra, si toutes les suggestions que nous avons faites dans le livre sont prises en compte, vous verrez que le service sera amélioré, les populations vont adhérer, et ça va se développer et ça va être vraiment pour le bien de tous. On voudrait donc vous demander si c'est possible de nous choisir un extrait de votre livre, juste un paragraphe, vous nous le lisez et nous vous écoutons. Je vais revenir sur l'inclusion financière. Oui. L'inclusion financière est l'ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière. C'est un assemblage de toute une gamme de produits et services financiers et non financiers rendus accessibles aux populations pauvres. Voilà. Donc, c'est
un petit peu une belle suggestion pour nos téléspectateurs, nos gouvernants aussi, s'ils veulent aider les populations pauvres donc à adopter, pourquoi pas promouvoir ce service afin que tout le monde puisse en bénéficier. Exactement. Voilà. Alors, monsieur Mbaye Ojibey Ndadoum Eric, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici répondre à nos questions. Merci à vous. Est-ce que le livre est disponible? Il est à quel prix? On peut le trouver où? À la librairie La Source, à 15 000. À 15 000 francs. Très bien. Fidèles téléspectateurs, les belles lettres pour aujourd'hui, c'est fini. Nous rappelons que nous étions en compagnie de Mbaye Ojibey Ndadoum Eric. Nous avons parlé de son nouvel ouvrage qui est paru chez l'Harmattan France, Mobile Money en Afrique, son rôle pour l'inclusion financière au Tchad. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.